travaux, en fait, c'est pas un caprice ni un luxe, c'est parce je pars du principe qu'un théâtre à l'italienne exprime son théâtre par une chose simple qui est la magie, c'est-à-dire disparition et apparition, ce qu'on retrouve évidemment chez les magiciens. Et par tradition, on disparaît à cour ou à jardin, c'est-à-dire à gauche ou à droite de la scène, plus rarement vers le haut et quasiment jamais vers le bas. Et donc la restauration de la machinerie de la scène va nous permettre tous ces mouvements de disparition par le bas. À partir du moment où on décidait de restaurer la scène et sa machinerie, ce qui était intéressant, c'est que tout naturellement, par la dépose du plateau, on avait un décor prêt et finalement opportun pour le Marchand de Venise qui, lui, se passe sur la lagune, le spectacle. Donc c'était tout à fait intéressant. Nous n'avions peu de choses à faire à part créer par échafaudage un Rialto et le balcon de Jessica de la maison de Shylock. Monsieur le Président. Je suis scénographe et en même temps directeur technique du théâtre, et mon travail consiste donc à élaborer et à concevoir les décors des différentes productions. Donc là, pour le Marchand de Venise, nous avons pris le parti d'utiliser la scène complètement dépouillée, et le décor a consisté à rajouter des éléments techniques, même très techniques. Ce sont des échafaudages purement et simplement posés sur la scène, représentant des éléments de Venise, le pont du Rialto, etc. Pourquoi le Marchand de Venise? Pièce shakespearienne, évidemment, il y en a beaucoup, mais celle-ci a une particularité, c'est une comédie forte, parce qu'elle sait aussi être dramatique, et puis le conflit commercial m'intéressait, le rapport entre le marchand Shylock, c'est aussi une histoire d'amour, hein, une histoire de père-fille avec Jessica, Portia, Bassanio, une histoire de camaraderie aussi, enfin c'était très opportun, je crois, pour aujourd'hui par rapport à notre société. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains? Des organes? Des proportions, des sens, des affections, des passions? Ne se nourrit-il pas des mêmes aliments? N'est-il pas blessé des mêmes armes? N'est-il pas sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé par le même été, refroidi par le même hiver qu'un chrétien? Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? Et si vous nous outragez, ne nous vengeons-nous pas? La cruauté que vous m'enseignez, je vais la mettre en pratique. Oh, ce sera dur. Mais je suis prêt à surpasser mes maîtres. Quand j'ai décidé et choisi d'interpréter le personnage de Shylock, en fait, toute ma concentration a été issue d'une seule phrase du texte où il dit la patience est la marque de mon peuple. C'est-à-dire que du coup, j'en ai fait un personnage plus espiègle que énervé ou revanchard, et parfois même souriant, pouvant avoir de l'humour. Parce qu'en fait, son ambition était de vaincre plus le marchand que de faire un conflit religieux. Et la deuxième chose qui était intéressante, c'était dans le travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé à faire un personnage essoufflé afin de casser le rythme du langage et avoir des phrases presque asthmatiques avec un rythme très particulier et dans une voix beaucoup plus aiguë que ce que je fais naturellement. C'était donc une vraie composition pour moi. Toutes les offenses ne sont pas de la haine. Accepterais-tu de te faire mordre 2 fois par un serpent, hein? Je vous en prie. Songez, mes amis, que vous raisonnez avec un juif. Vous pourriez aussi bien tenter de changer le niveau des marais. Vous pourriez aussi bien demander au loup pourquoi il fait pleurer la brebis sur l'agneau. Défendre au sapin des montagnes de bruire sur le souffle des vents. Ne lui donnez pas l'occasion de cracher son venin. Qu'avec simplicité et diligence, j'obtienne ma sentence et le juif sa requête.
Le côté antisémite de la pièce m'a pas vraiment gêné parce que je ne l'ai pas traité de ce point de vue-là, en fait. J'ai traité vraiment une relation de personnes, de pouvoir, d'argent, qui s'est avérée être plus forte que le simple rapport chrétien-juif. Et puis, au pire, le théâtre a une vertu, c'est qu'elle provoque le débat. Et je pense que c'est un débat riche aujourd'hui et qui méritait d'être proposé. Alors il faut que le juif se montre généreux. Et en vertu de quoi le serais-je? En vertu de rien. Les jeunes peuvent peut-être prendre le problème de l'antisémitisme au premier degré au regard de la pièce, mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément la responsabilité du théâtre, c'est la responsabilité de l'éducation nationale, des parents, afin qu'ils aient un esprit curieux et surtout un esprit contradictoire. Donc non, au contraire, je trouve que le théâtre a ce rôle. J'ai appris que votre fille avait dépensé 80 ducats. Non, mais tu m'enfonces un poignard, tu balles. Comment ça? Mais je ne retrouverai jamais mon heure. 80 ducats d'un coup. 80 ducats. Mais je vous affirme qu'Antonio est ruiné. C'est sûr. C'est certain. Oh, mon petit bal. Cours chez le commissaire. Avertis-le qu'il se tienne prêt. Hein? Si Antonio manque à son contrat, je lui arrache le cœur. Je ne crois pas avoir accentué le caractère antisémite par la mise en scène. Je crois simplement que je n'ai pas édulcoré le propos, je ne l'ai pas affadi. Ça serait terrible, mais que ce soit Molière, Marivaux et donc Shakespeare, je ne vois pas l'intérêt d'essayer d'avoir une interprétation personnelle. Je n'ai fait que transmettre la voix du poète, elle est celle-là, et il faut la prendre comme elle est. Comment j'ai utilisé l'espace pour la mise en scène? La vérité, c'est que comme je n'avais plus de plateau, puisque donc c'était dans ce trou, au-dessus de cette machinerie, je me retrouvais avec peu de moyens. Donc il a fallu que je multiplie toutes les opportunités que pouvait m'offrir le lieu, donc l'exploitation de voix off, l'exploitation de musique qui viennent des coulisses, l'exploitation de la hauteur, l'exploitation de la profondeur, l'exploitation de différents niveaux, enfin des perspectives. Et puis si on regarde bien la mise en scène, pour ceux qui sont curieux, il y a un cheminement en fait, il y a une espèce de cycle rotatif où les gens sortent, réapparaissent comme un cercle. C'est très shakespearien, ça, cela dit. Enfant père, vous ne me reconnaissez pas. Mais c'est mon Seigneur. Oh, c'est un billet doux, assurément. Au sein de la compagnie de la Reine, j'ai plusieurs fonctions. D'une part la création des costumes, mais aussi le maquillage, la coiffure des comédiens et sur certains spectacles, l'habillage, les changements de costumes. Et pour les créations costumes avec Jean Daniel, on a un fonctionnement maintenant qui est comme un duo qui fonctionne à 100 à l'heure. Une fois que lui a déterminé sa ligne directrice, la lame de fond du spectacle, il me laisse complètement carte blanche, qui est très agréable. Sur Le Marchand de Venise de Shakespeare, notre dernière création, on avait juste envie là qu'il y ait une richesse de tissus, de textures, de matériaux, de motifs, puisqu'on est à Venise, la Sérénissime, et beaucoup de mouvements, donc de l'ampleur dans les costumes, pour être en contraste avec la dureté du décor qui était fait de bois et de métal. Et il y a quelques costumes particuliers, comme
Le Prince d'Aragon, je suis parti sur l'idée du matador qu'on peut avoir dans l'imagerie populaire, extrêmement galonné d'or, de pompons. Et en plus, il fallait que techniquement, ce costume-là, on puisse l'enlever très très rapidement parce que c'est le changement de costume le plus rapide, puisque c'est un comédien qui joue 2 rôles. Donc il fallait techniquement que je puisse enlever le pantalon, le gilet, la veste, la cape, le filet, le postiche et le rhabiller complètement. Donc c'est un changement qui dure 30 secondes, montre en main. Je joue Salagno et le Prince d'Aragon, donc 2 personnages qui sont totalement différents dans la pièce. L'un est plutôt conteur de récits et l'autre est plutôt, c'est un prince, c'est le grand guignol shakespearien. Ce que ça implique au niveau de ces 2 personnages, c'est qu'il y a un changement rapide et donc il faut très rapidement changer la peau du personnage, c'est-à-dire transformer le costume, transformer la voix, transformer aussi son aspect physique. Et donc ce qui est assez difficile, c'est ça, c'est ce changement rapide, c'est-à-dire on sort d'un personnage, on rentre tout de suite dans un autre et on en ressort et on rentre dans celui qui était avant. Voici Lycophron, le prince. Le Prince d'Aragon, il est né de plusieurs choses. Moi, j'ai pas mal vécu au Mexique, ce qui m'a permis quand même d'avoir l'accent au départ. Et Jean-Daniel Laval nous avait donné comme directive d'avoir des personnages très exubérants. C'est-à-dire que c'est des princes, mais en même temps, c'est du grand guignol shakespearien. Donc il fallait qu'ils soient très exubérants, avec un accent très prononcé, très fort. C'est, j'ai bien compris el sermon qui me tient. Premièrement, je ne dois révéler à personne el cofrecito que j'ai choisi. C'est ainsi qu'on a commencé à prendre cette direction. Après, il nous a laissé un peu libre au niveau de l'accent et au niveau de ce qu'on pouvait lui proposer. On arrivait avec des idées, lui disait oui ou non et nous incitait à aller plus loin vers les petites brèches qu'on avait ouvertes. Il nous incitait à ne plus faire des brèches mais à faire des grosses fissures. Et donc voilà, c'est comme ça que le personnage est né. Donc c'est vrai que ça commence par l'accent, après c'est la gestuelle, c'est tout ça qui fait que le personnage naît. Et le texte, bien sûr, qui nous donne des renseignements. C'est vrai que le Prince d'Aragon est un prince un peu vindicatif, un peu guerrier. Et c'est le texte, par contre, là, qui donne ce trait de caractère. Triste metal! Mais il faudrait que tu une meilleure cabeza para que je risque hasarte tout. On a choisi le spectacle vivant, donc c'est aussi pour ça, pour toute cette aventure. Et en plus, on habille des gens de chair et de sang. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la création se fasse en même temps que les répétitions, avec la dynamique que chaque comédien va apporter aussi. C'est pas la peine que je fasse un costume étriqué si le personnage va travailler dans des mouvements très larges. Donc c'est vraiment pour un metteur en scène, pour un texte et pour des comédiens qu'on fait les créations de costumes. C'est parti, allez, à tout à l'heure. Merci. Pour composer le personnage masculin, alors c'était pas évident du tout. On a d'abord essayé différentes voix qui n'étaient pas forcément... Il fallait aussi que ça aille avec la voix de Portia.
Et donc finalement on a trouvé une voix d'un jeune homme qui muait, parce qu'en fait dans le texte on dit que ce personnage est imberbe, qu'il n'a pas de moustache. Et du coup en fait on a rajouté des petites lèvres toutes petites, on l'a rétréci, on a mis des sourcils un peu hauts. Donc c'était vraiment un jeune homme. Donc bon, le changement est rapide, il fallait pas trop rajouter de maquillage parce que après on a peu de temps pour se changer en fil. Donc voilà. Entrez, jeune docteur. Vous venez de la part du savant Bellario. Oui, votre honneur. Soyez le bienvenu. Vous êtes instruit du différend qui nous préoccupe aujourd'hui. Je suis tout à fait renseigné sur le procès. Quel est le marchand? Quel est le juif? Antonio, mais vous, Shylock, dans le costume d'homme, en plus avec la robe d'avocat, les manches, le côté que je peux tourner, enfin comme ça, la robe, je m'amuse au contraire à être très en avant, à faire des gestes, à bouger. Il y a une dernière chose. Ce billet ne parle pas de sang. Le changement de costume entre la scène de Portia, femme chez elle à Belmont, et le procès, dans ce sens-là, le premier changement, ça va, on a à peu près le temps, mais on doit rester concentré et attentif au déroulé de la pièce que l'on entend dans les retours. Par contre, à l'inverse, le retour du procès et le changement à nouveau en Portia est très rapide. Ça permet deux choses. C'est de ne pas sortir de l'histoire, de ne pas sortir de la situation, de rester concentré vraiment sur le personnage, de ne pas s'évader et de ne pas s'éparpiller. Donc ça, finalement, c'est plutôt un atout que le changement soit rapide. Ça aide le comédien, en l'occurrence la comédienne. Et après, c'est vrai que par rapport au changement de costume, bon, évidemment, tout de suite, il y a une attitude différente, une posture différente. Voilà, j'ai une robe dans Portia qui m'oblige à me tenir vraiment très droite, à faire le minimum de gestes, à être dans l'efficacité, dans la sobriété. J'ai déjà gagé mon corps une fois. Je crois que je peux sans crainte engager mon honneur pour lui. Je me porte garant de sa parole. J'accepte. Et donnez-lui cette autre bague avec les recommandations qui s'imposent. Tenez, Seigneur Massigno. L'importance de la musique, en vrai, elle n'existe pas dans l'œuvre. Il y a juste un moment sur le 5e acte où il y a un chant, ils l'évoquent, ils le disent, au retour de Portia. En réalité, c'est un choix personnel parce qu'il m'a semblé que la pièce était intéressante si elle était vraiment intégrée, non seulement dans la ville de Venise avec toutes ses contraintes, mais aussi dans la population de Venise. Raison pour laquelle j'ai utilisé le chœur dans les sous-bassements du théâtre, faisant apparaître ce souffle musical qui porte, ne serait-ce que par la prière hébraïque au moment où Shylock s'en va, qui porte la dramaturgie. J'avais besoin de cette épaisseur en fait. Dans ce jeu de mise en scène avec la musique, il y avait une partie que je trouvais très importante qui était la section où ils chantent Carnaval. Parce qu'en fait ça se passe pendant le Carnaval, cette pièce. Donc je voulais qu'on puisse entendre de façon récurrente et permanente cette musique pour mettre une ambiance contradictoire avec le drame. Et donc c'était intéressant de la voir par moments en voix off. Donc on fait descendre le chœur par des escaliers de coulisses
On ne les voit pas, mais on les entend. On entend les rires, les joies, les fêtes. Pourquoi pas une bande sonore ou une voix enregistrée ou des musiques enregistrées? C'est pas pareil. L'essentiel, c'est quand même l'humain. C'est ça qui fait la force, c'est-à-dire que la technique ne fait pas tout. Je pense que 50 personnes en scène, ça a du souffle. Et vraiment, c'était ce que je voulais préserver chez Shakespeare, cette épaisseur, ce souffle. C'est particulier. À partir du moment où j'ai voulu mettre de la musique dans le spectacle, je ne pouvais pas simplement me contenter de musique déjà écrite. Et c'est justement qu'il fallait une musique composée pour un chœur. Et j'ai fait appel à Sylvain Odinowski, qui est une personnalité tout à fait rare, un jeune chef d'orchestre-compositeur, qui non seulement a compris que la musique pouvait accompagner le spectacle, mais aussi s'intégrer. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile au théâtre. On a toujours tendance à mettre le théâtre d'un côté, la musique de l'autre. Et là, il a vraiment arrivé à épouser la dramaturgie. C'était ça sa force, je crois. La pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise, est très riche du point de vue du dramaturge, beaucoup d'histoires. Et notre souci en tant que musicien était que la musique soit un élément d'unité, un élément de concentration et de profondeur. Pour cette raison, nous avons travaillé sur le minimum d'éléments, c'est-à-dire tout organisé autour de quelques notes, 3 notes de musique. Voici les 3 notes du Marchand de Venise de Shakespeare. Alors ces 3 notes, je les ai trouvées d'abord en travaillant sur la prière hébraïque de Shylock, cette solitude de Shylock face aux Vénitiens, exprimée d'abord par un intervalle descendant, et puis cette 7e majeure tendue et expressive vers l'au-delà. Alors le thème de Shylock va être développé un petit peu à la manière des imitations qu'on trouvait à l'époque des musiques anglaises de Purcell, d'Holland. Donc vous avez une première voix, les sopranos, et réponse des altos, soprano, voilà, donc on part de quelques notes et puis on développe une idée de solitude, la solitude de Shylock. Deuxième thème, avec les mêmes notes, le thème du dies irae. Alors c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le jugement des Vénitiens sur Shylock. Donc là, les 3 notes vont être utilisées en grappe, les 3 ensemble, de façon assez stridente, et qui donne cette force, cette espèce de jugement contre Shylock. Alors Jean Daniel a également souhaité que la musique et les voix des chœurs soient partie prenante de la dramaturgie même et de la profondeur de la pièce. Nous prenons un exemple, le chœur des Gondoliers, donc qui est un morceau assez puissant dans son expressivité.
très berçant et qui va se développer pendant quelques minutes. Eh bien, il s'est trouvé que quand nous l'avons mis en scène, ce morceau avec Jean Daniel, l'idée était de donner à Shylock une profondeur humaine, puisque c'est bien Shylock part à la recherche de sa propre fille, sur cette espèce de personnage secondaire que devient le chœur. Jessica! Pour le chœur des gondoliers, les 3 notes principales sont utilisées d'une manière nouvelle. D'abord les voici. Donc j'ai pris d'un côté la première et la troisième, à l'envers. Cela donne un intervalle tout à fait expressif au niveau vocal, qu'on peut même faire avec une réponse. Et puis la deuxième note, me direz-vous, eh bien elle est à la basse. Et la rencontre produit un espace, un accord assez grand, assez large, propre au balancement des gondoles. Et on développe. Après Jessica, la recherche du père. Troisième possibilité, le carnaval. Alors le carnaval, c'est évidemment un morceau à ne pas rater pour Venise. Donc là, l'idée, c'était de travailler sur une tarentelle, c'est-à-dire le rythme typique, très rapide, très saccadé, et donc le thème est là. On a nos 3 notes, mais qui sont rythmées par le rythme de la tarentelle.